Ah, et les gauchers sont plus créatifs. Tu sais qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Plutôt kinesthésique, visuel ou auditif? Un peu de brain gym et c'est parti. Non, toi t'es une femme, tu es donc multitâche. Les hommes sont plutôt séquentiels. Il a 150 de QI. C'est sûrement quelqu'un d'intelligent. Si vous avez déjà entendu l'une de ces propositions, c'est que vous avez été confronté à un neuromythe. Aujourd'hui, on démêle la science de la croyance. Alors, qu'est-ce qu'un neuromythe? Un neuromythe, c'est une idée reçue ou une idée fausse qui nous vient d'une mauvaise interprétation ou d'une déformation d'un fait scientifique. Depuis l'avènement des neurosciences dans le monde pédagogique, tout le monde y va un petit peu de sa petite recette pour aller pomper des théories scientifiques sans grande rigueur intellectuelle. Dans le système scolaire, les neuromythes sont considérés comme particulièrement monstrueux. En Belgique, les professeurs qui enquêtent sur ces mythes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les élèves. Voici leur histoire. Bon, en réalité, il n'y a pas d'unité d'élite. Par contre, il y a l'OCDE. L'Organisation de coopération et de développement économique a publié pas mal d'articles scientifiques pour essayer d'endiguer le phénomène des neuromythes. Et vu ce que ça donne, ça n'a pas vraiment marché. Bon, tu nous parles de ces neuromythes, bordel? La fameuse théorie du cerveau gauche et du cerveau droit. Pour les tenants de cette théorie, le cerveau gauche serait plutôt rationnel, logique, mathématique, alors que le cerveau droit serait plutôt le cerveau émotionnel, le cerveau créatif, le cerveau artistique. Fake news! L'imagerie médicale a complètement invalidé ce mythe. Il est vrai que certaines fonctions sont latéralisées, comme le langage par exemple. Ces deux hémisphères sont d'ailleurs étroitement connectés par ce qu'on appelle le corps calleux, une espèce de fibre nerveuse ultra connectée qui permet aux deux hémisphères de dialoguer. Et de ce mythe, cerveau gauche, cerveau droit, est né un autre mythe, mythception. Celui qui nous dit que les gauchers seraient plus créatifs. En effet, en raison de la symétrie cérébrale, la partie gauche du corps serait plutôt connectée à l'hémisphère droit du cerveau. Or, comme l'hémisphère droit serait l'hémisphère de la créativité, bla 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 bla. Donc non, personne n'est ou cerveau gauche ou cerveau droit, on est tous les deux. On utiliserait seulement 10% de notre cerveau. Ah, ce fameux mythe. Le mythe de l'utilisation des 10% de nos cerveaux repose lui-même sur un mythe comme quoi Einstein aurait dit ça à un journaliste. Or, il n'y a aucune archive qui démontre que c'est bien Einstein qui a dit cette phrase ou prononcé cette phrase. L'idée viendrait plutôt de l'auteur William James, un psychologue et philosophe qui en 1908, dans son livre The Energies of Man, a écrit: nous n'utilisons qu'une petite partie de nos potentielles ressources mentales et physiques. Ce mythe a pris une place importante dans la fiction, qu'elle soit littéraire ou cinématographique. On peut à ce titre citer le film Lucie de Luc Besson, ou encore Phénomène, un film de 96, ou encore Limitless. Bref, nous utilisons pleinement notre cerveau. Ce que l'imagerie médicale montre, en revanche, encore l'imagerie médicale, c'est qu'il y a certaines zones de notre cerveau qui sont plus ou moins activées en fonction des tâches que nous sommes en train d'accomplir. Mais donc le fantasme, comme quoi nous pourrions développer de super capacités cérébrales, ce fantasme n'est juste qu'un fantasme. Mythe 3 et mythe 4. Deux mythes pour le prix d'un. Le mythe des intelligences multiples et le mythe des styles cognitifs. Les intelligences multiples, que l'on connaît notamment via Howard Gardner, sont un modèle, c'est-à-dire une représentation simplifiée. Alors Gardner a reconnu lui-même que ces théories étaient complètement dépassées. Aujourd'hui, définir ce que c'est que l'intelligence reste extrêmement complexe, et les scientifiques sont certains d'une seule chose, c'est qu'ils ne sont certains de rien concernant l'intelligence. Dommage. Il en va de même pour les styles cognitifs. Certains individus avancent que nous serions soit auditifs, soit visuels, soit kinesthésiques, c'est-à-dire plutôt dans le mouvement. Les études montrent qu'en réalité nous sommes les trois, et que même là-dedans, dans les styles cognitifs, il y en a un qui domine les autres, à savoir le visuel. On retiendrait beaucoup plus facilement des informations qui nous ont été montrées visuellement, et qu'on aurait pu mémoriser visuellement. Donc tout ça c'est faux, tout ça c'est du vent. Pour le même prix, Dieu n'existe pas, la Terre n'est pas posée sur la carapace d'une tortue, et Patrick Sébastien est un Illuminati. Eh ben pas du tout. À mes yeux, les styles cognitifs et les intelligences multiples ont au moins une grande qualité, c'est qu'elles invitent à diversifier ces pratiques pédagogiques. Et la diversification dans les pratiques pédagogiques a un impact qui est complètement positif sur les apprentissages. Donc oui, les intelligences multiples et styles cognitifs sont un neuromythe, mais non, ça ne sert pas à rien. Varier ces pratiques pédagogiques pour traverser ces intelligences ou ces styles cognitifs, ça c'est quelque chose d'éminemment positif. Quant au fait de savoir si Patrick Sébastien est un Illuminati, mythe 5. Les femmes seraient multitâches et les hommes séquentiels. On peut aussi mélanger neuromythe avec sexisme,
ou quand la science peut véhiculer des stéréotypes patriarcaux nauséabonds. Il fut une époque, qui malheureusement n'est pas révolue pour certains individus sur cette terre, où les femmes s'occupaient de faire la vaisselle, faire la lessive, s'occuper des enfants, aller chercher les enfants, etc., etc., etc. Certains scientifiques peu scrupuleux et qui validaient cette société patriarcale ont alors émis l'hypothèse que le cerveau d'une femme était tout à fait taillé pour faire plusieurs tâches, alors que l'homme, qui n'avait qu'une activité, aller travailler et ramener le pain sur la table, lui avait un cerveau séquentiel, il était fait pour faire une tâche, mais la faire bien. Tu sens le patriarcat transpirant des stéréotypes par le cul? Les études montrent que le cerveau de l'homme et de la femme sont pratiquement identiques. Alors oui, j'ai dit pratiquement parce que l'hypothalamus chez l'homme par exemple ne déclenche pas les règles de façon périodique. C'est la conséquence de ce qu'on appelle l'imprégnation hormonale, ou le fait que les hormones impactent le cerveau. Pour le reste, les différences observées ne sont qu'une question d'environnement et d'apprentissage. D'où la maxime de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Raison de plus pour lutter contre les stéréotypes liés au genre. Numéro 6. La brain gym. La brain gym, ça fonctionne. Je le sais, je le vois. En plus, je l'ai testé en classe et ça fonctionne. Absolument. La brain gym, ça fonctionne. Voilà, posé. Mais alors, pourquoi est-ce un neuromythe? La brain gym fonctionne comme n'importe quel autre exercice physique. Les études ne montrent aucune plus-value de la brain gym par rapport à d'autres exercices physiques. Simplement, faire des exercices physiques permet d'activer certaines zones de notre cerveau, ce qui est tout à fait profitable pour la concentration et les apprentissages. Donc, continuez à faire de la brain gym, c'est super. Et pour ceux qui ne font pas de la brain gym, quelques exercices physiques, ça fait la même chose. Mythe 7. Le fameux QI ou quotient intellectuel. Décrocher un QI supérieur à 120 vous assurera le Saint Graal, vous permettrait de vous propulser dans la sphère des hauts potentiels et de vous donner ce fameux permis d'être un surdoué. Tout ça est à nouveau complètement, irrémédiablement, totalement un mythe. Premièrement, le diagnostic de la haute potentialité repose sur une série d'indicateurs, et la mesure du QI n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Par conséquent, avoir un QI supérieur à 120 ne fait pas de vous un surdoué ou un haut potentiel. Et comme le sujet de la haute potentialité, je sens que c'est un bon sujet pour une vidéo, je lui consacrerai un épisode à lui tout seul. Deuxièmement, le test de QI n'évalue que certains types d'intelligence. Tu vois que tu utilises la théorie des intelligences multiples. Oui, c'est vrai, simplement pour vous montrer que, à nouveau, l'intelligence ce n'est pas juste logico-mathématique ou le verbo-linguistique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Le QI est donc un test très ciblé qui n'évalue que quelques compétences très ciblées également. On ne saurait donc, sur la simple base d'un test de QI, représenter l'intelligence globale d'un individu. Des neuromythes, il y en a beaucoup et il y en a encore beaucoup d'autres, peut-être l'occasion de refaire une vidéo. Vous pouvez trouver dans la description l'ensemble des articles scientifiques qui viennent étayer tous les propos que j'ai mentionnés. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à laisser un petit commentaire. D'ici là, que la force pédagogique soit avec vous. Bisous chat.